Arnaud Fontanet, professeur Arnaud Fontanet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On a envie de savoir. Vous êtes l'homme que l'on voulait avoir ce matin avec nous, membre du conseil scientifique, chef de l'unité de recherche et d'expertise en épidémiologie de l'Institut Pasteur et professeur au Conservatoire national des arts et métiers. Professeur Fontanet, 41 622 nouveaux cas de Covid en 24 heures en France. C'est un record. Même au mois de mars-avril, on n'avait jamais connu ça. Record d'Europe. Que dit le Premier ministre? Il dit le mois de novembre sera difficile. Difficile, ça veut dire quoi, Arnaud Fontanet? Quelle est la situation? Alors, comme le disait le Premier ministre, la situation est grave. On vit actuellement la deuxième phase de cette épidémie qui est l'entrée en fait dans l'hiver. Ce qui s'est passé, c'est qu'au mois de septembre, on a vu effectivement les chiffres augmenter. C'était la rentrée scolaire, universitaire, professionnelle. Et la dernière semaine de septembre, y compris sur les hospitalisations qui sont un indicateur très fiable, il y avait eu une petite baisse. On s'était dit, on a absorbé finalement ce retour d'une vie dans les métropoles et les choses se présentent pas si mal. Et puis il y a eu une semaine de froid. Une semaine de froid qui a touché l'ensemble de l'Europe. Et là, tous les indicateurs sont repartis dans le rouge sur toute l'Europe. On s'est rendu compte, ce qu'on attendait, mais qu'on attendait pour plus tard, que ce virus se transmet mieux quand il fait froid. Et ça s'est traduit sur l'ensemble du territoire français, peut-être à l'exception de Bordeaux qui résiste, et sur l'ensemble de l'Europe. Atlantique, j'y reviendrai d'ailleurs. Et sur l'ensemble de l'Europe, par une montée des cas. Tous les pays ont été touchés, certains pays plus que d'autres, la République tchèque, la Belgique, les Pays-Bas, et même l'Allemagne. L'Allemagne qui, depuis le début, est un pays qui a été exemplaire dans sa gestion de l'épidémie et qui résiste très bien, depuis hier, montre des signes de faiblesse. Professeur Fontanet, je vais vous poser des questions précises. Est-ce que cette seconde vague peut être pire que la première? Alors, on a aujourd'hui quand même beaucoup d'outils pour se protéger contre ce virus. Quand la première vague nous accueillit, on ne savait pas déjà comment se transmettait ce virus dans toutes ses modalités, on n'avait pas suffisamment de tests, on n'avait pas suffisamment de masques, on ne connaissait pas l'ensemble des mesures qui permettent de lutter contre la circulation du virus en population, et on n'avait pas un système de surveillance qui nous permet au jour le jour de vous dire, vous me disiez 41 000 cas, on sait aujourd'hui que dans la première quinzaine de mars, il y avait eu des journées qui avaient flirté avec 150 000 cas, par exemple. Donc on est dans une situation où on a une bien meilleure visibilité de ce qui se passe. Néanmoins, on va avoir une situation difficile parce qu'on se rend compte que, alors qu'on rentre dans cette période hivernale, le virus circule bien dans ces moments-là. Oui, parce que nous sommes à la fin du mois d'octobre. Nous sommes le 23 octobre. C'est là où l'on doit s'inquiéter. Vous dites que la situation est grave. Ça veut dire quoi, grave? Ça veut dire que nous allons être confrontés à ce que nous avons vécu au printemps? Alors ça veut dire qu'il va falloir qu'on sorte tous les outils dont on dispose pour lutter contre le virus et que, évidemment, ça va s'accompagner de contraintes, de moments difficiles. Et puis, pour les hôpitaux et les personnels soignants, malheureusement, ils vont se retrouver confrontés à une situation qu'ils ont connue parce qu'ils n'ont pas simplement que les patients qui sont atteints de la Covid, mais ils ont des patients qui sont atteints de beaucoup d'autres pathologies à prendre en charge. Crise majeure, donc. À nouveau, crise majeure. En tout cas, dans la durée, je pense qu'il faut le voir plus comme un marathon. On est dans une période où il faut qu'on se mobilisent tous, mais absolument tous, pour essayer de diminuer la circulation de ce virus. Ça va être difficile. Alors quand je reviens sur cette notion de pourquoi est-ce que l'hiver permettrait plus au virus de se transmettre. Pourquoi? Deux raisons. La première, et qui est probablement celle qui est partagée par l'ensemble des épidémiologistes et infectiologues qui travaillent sur le sujet, c'est que comme les autres virus respiratoires, en période d'hiver, on vit plus en zone confinée, on se met à l'intérieur, on est plus nombreux, et c'est là où ce virus se transmet. Donc la transmission en milieu confiné est importante. Ça veut dire qu'en milieu confiné, il faut porter des masques et il faut ouvrir les fenêtres. L'aération est une des choses qu'on a apprises dans les 3 derniers mois qui semble avoir un impact sur le risque d'être infecté. Le virus reste en suspension dans un aérosol, dans une pièce, si une personne contaminée y est présente. Vous ouvrez les fenêtres 5 à 10 minutes toutes les heures et vous faites déjà beaucoup pour limiter la circulation du virus. Alors, de nouvelles restrictions probables. Il y a ce couvre-feu. Mais est-ce que le couvre-feu va s'avérer suffisant?
franchement, professeur? Là, on va voir. Le problème, c'est qu'il nous faut, entre le moment où une mesure est mise en place et un moment où on peut Combien de temps? mesurer son impact, je dirais à peu près 15 jours. 15 jours. Et 15 jours, c'est très long dans la période actuelle. Donc, on a un couvre-feu qui a été mis en place il y a 4-5 jours. Le temps de se rendre compte, il faut attendre la fin de la semaine prochaine. L'évolution de l'épidémie est extrêmement rapide, donc il faudra être très, très vigilant. Je vous dis ça, professeur, parce que vous avez alerté dès le 11 septembre. Sur la gravité de la situation future. Vous avez réitéré votre alerte dès la mi-septembre, même un peu après, vers le 22 ou 23 septembre. Le conseil scientifique, je parle. Hein. Les politiques ont tardé à réagir parce que c'est difficile de prendre des mesures de restriction. C'est difficile, mais c'est indispensable. Est-ce que l'on risque de revivre un confinement général? Je pense que tout est sur la table. Général, tout est possible. Général, peut-être pas. J'espère pas, parce qu'on fait tout pour l'éviter. Local, ça fait partie des options. Après, c'est vraiment... Vous pensez qu'on va pas y couper, quoi? Franchement. Après, franchement, professeur, vous pensez qu'on va pas y couper? Alors, ce qui est le paradoxe dans tout ça, c'est qu'on sait comment se protéger de ce virus. On connaît tous les gestes barrières. On sait tous que... La seule chose que je rajouterais à ces gestes barrières, que vous connaissez... Mais bon, c'est l'aération dont on a parlé. On a maintenant, deuxième outil, ce sont tout ce qui concerne dépistage, traçage des contacts et isolement. Ici, on va se retrouver dans une situation telle que le dépistage va redevenir difficile, puisqu'on a beaucoup de cas. Et quand les gens sont symptomatiques, là, vraiment, l'auto-isolement devient important. C'est-à-dire, vous avez des symptômes, je parle de symptômes francs, vous avez de la fièvre, vous avez une toux, vous vous sentez extrêmement fatigué. Auto-isolez-vous et... prenez un rendez-vous, mais surtout, n'attendez pas d'avoir votre résultat pour vous isoler. Et les personnes de votre foyer doivent s'auto-isoler. Sur des symptômes francs, il ne faut pas hésiter. Le virus circule moins vite qu'au printemps? Ou pas? Le virus circule plus vite qu'au printemps. Plus vite qu'au printemps. Si on reprend la dynamique de l'épidémie... il circule plus vite qu'au printemps. Quand on est sorti... Alors, ça dépend d'où on met le printemps. Quand on est sorti du confinement, on était à une situation jusque pendant le mois de juin... On avait une circulation contrôlée du virus. Les choses ont commencé à dégénérer doucement pendant l'été, surtout en août. C'est vraiment en août qu'on a vu cette accélération se faire. Et depuis, en gros, on est sur un rythme soutenu, qui est le même, qui a eu une petite cassure, je vous l'ai dit, faire symptômes, mais qui était très très temporaire. Mais cette grande tendance de fond, on la connaît depuis la mi-août. Et au début, évidemment, c'était complètement sous le radar. Donc on a perdu le contrôle de l'épidémie en juillet-août. C'est le mois d'août, ou en tout cas ça a repris. On a perdu le contrôle de l'épidémie. Et c'était là où, effectivement, on aurait pu vraiment se poser la question de mesures plus fortes. Mais comme vous l'avez très bien dit, début septembre, pour la population, alors qu'on ne voyait rien, c'était extrêmement difficile d'accepter. J'ai lu vos rapports du conseil scientifique. Vous avez alerté. On a alerté, mais c'était très peu audible. Oui, c'était très peu audible, mais effectivement. Alors, état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 2021, l'Assemblée nationale va voter. Ça veut dire que nous allons vivre avec le virus dans l'état où nous vivons aujourd'hui jusqu'au printemps prochain. Je pense qu'il faut s'y habituer. Ce que je vous ai dit, là, on est parti sur un marathon. Voilà, sur un marathon. Donc, on va vivre comme ça jusqu'au printemps prochain. Au moins, avec ces restrictions-là et peut-être plus. C'est cela qui nous attend. Alors je ne sais pas l'ampleur des restrictions qu'il y aura. Je veux être direct. On est sur un marathon, c'est clair. On est sur un marathon. Bien. Dites-moi, le Covid-19 de cet automne est-il moins virulent que celui qu'on a connu en mars-avril dernier? C'est exactement le même. Exactement le même. Les patients qui sont aujourd'hui en réanimation sont exactement les mêmes. Même distribution d'âge, mêmes symptômes. Même distribution d'âge, mêmes symptômes. Alors, d'autres questions me viennent à l'esprit. Où risquons-nous le plus d'être contaminés? Je sais, et Olivier Véran en a parlé hier, que le gouvernement vient de vous confier une mission pour essayer de savoir, vous n'êtes pas seul à travailler pour cette mission, mais pour essayer de savoir où nous risquons le plus d'être contaminés. Parce que tout est encore vague, non? C'est vrai que l'on manque cruellement de données sur comment les gens s'infectent aujourd'hui. Comment? Et une fois de plus, on a bien compris comment se transmet ce virus. Distance proche, moins d'1 mètre avec des postillons et surface contaminée. On porte des masques, distance physique, on se lave les mains. Il y a les aérosols dans les lieux confinés. On ouvre les fenêtres, on porte un masque en lieu confiné. Donc, ces circonstances de transmission, on les connaît. Après,
Qu'est-ce qui fait que dans notre journée, on s'expose? Ce sont des choses qu'on ne connaît pas. Ce qui est important, c'est de recueillir l'information auprès des personnes qui viennent de s'infecter. Et les lieux de contamination. Et de leur demander où ça s'est fait. J'ai tout lu. Hein, dans les transports en commun, dans les bars, dans les restaurants, on ne sait pas en fait. Alors les transports en commun, en fait, c'est une des parties les plus difficiles parce que il est très difficile pour des gens de dire oui, c'était quand j'étais dans le métro, je me suis infecté. On n'en a aucune idée. C'est là où des applications comme le je vais y venir aussi. nouveau Stop Covid, qui tous avec Covid, je crois, qui va permettre dans des circonstances. Parce que vous cherchez quoi? À remonter la chaîne de contamination. Alors on aimerait savoir où les gens se sont infectés. Évidemment. Et ce qui serait très important, mais ça demande une réactivité du système de dépistage vraiment excellente, c'est d'être capable d'aller sur les lieux d'infection de clusters. Parce que ce qu'on sait, c'est que c'est un virus qui se transmet par des clusters. De groupe en groupe, quoi, c'est presque. Quand on dit que chaque personne en infecte 3, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas chaque personne va en infecter 3. Oui. Il y a sur 10 personnes, 2 qui vont en infecter 12. Oui. Et les 8 restants vont infecter 0 ou 1. Oui. Et ce qui est important, c'est de retrouver le cluster qui a été créé par ces deux-là, parce que c'est de là que repartent les chaînes de transmission qu'on doit après redescendre. Donc vous allez travailler pour chercher où nous risquons le plus d'être contaminés. Je crois qu'avec un groupe de 1500 personnes, c'est cela, professeur? Alors l'idée, elle est très simple de ce que je cherche à faire, c'est de interroger les personnes qui ont été diagnostiquées positives la veille et qui sont donc dans la base de données de tous les laboratoires français, en leur envoyant un mail, en leur demandant est-ce qu'ils veulent participer à une étude qui permettra d'étudier les circonstances de circulation de ce virus. Ces personnes remplissent un questionnaire et puis on prend une série qu'on appelle une série témoin de personnes qui vont être recrutées par Ipsos et qui, ces personnes, du même âge, du même sexe, du même endroit, de la même densité de population, vont remplir le même questionnaire. Et on comparera. Alors, il y a des moments où les personnes qui ont été infectées vont nous dire « Je sais, c'était à mon domicile et j'ai été contacté parce qu'un tel a été infecté » ou « Je sais, c'était à une soirée, j'ai été contacté, un tel a été infecté ». Et puis, pour probablement plus de la moitié, ils nous diront « Je ne sais pas ». Et ce qui sera intéressant, c'est de comparer les réponses des gens qui ont dit « Je ne sais pas » avec les personnes témoins du même âge, du même sexe, du même endroit, qui nous diront à ce moment-là, je porte un peu plus le masque, je prends un peu plus les transports en commun, je fréquente un peu plus tel type de lieu. Nous aurons les résultats quand ? On aura des premiers résultats une fois qu'on aura démarré cette étude, c'est imminent, sur la partie des interrogatoires des cas. Je pense que en 2 à 3 semaines, on a des premiers résultats. Après, la comparaison avec les témoins, ça prendra un petit peu plus de temps, mais j'ai bon espoir que des premiers résultats seront disponibles dans 4 à 6 semaines. Et est-il confirmé que les personnes du groupe sanguin O ont moins de risques d'être contaminées? Oui, en fait, c'est quelque chose qu'on sait depuis assez tôt. Les premières publications là-dessus sont sorties, je dirais, courant mars-avril de mémoire. Et c'est depuis confirmé. C'est pas le groupe sanguin en lui-même qui agit, c'est un gène qui se trouve probablement proche du gène qui détermine les groupes sanguins et qui voyage avec celui-là. Bien, nouvelle application à télécharger, donc tous anti-Covid, vous l'avez téléchargé? Je l'ai téléchargé. Tiens, sortez votre téléphone, montrez-moi. Vous comprenez bien que nous sommes... J'avais d'abord Stop Covid et Stop Covid se transforme automatiquement. Donc voilà ce qu'il faut faire. Je vais faire un peu de pub pour cette appli parce que d'abord, je pense que c'est important. Oui. Il faut savoir que les Anglais, il faut savoir que les Allemands, par exemple, ont beaucoup plus téléchargé ces applications que nous l'avons fait. Et je ne vous parle pas des pays d'Asie où elles sont très utilisées. Vous avez beaucoup de fonctionnalités. Alors, je ne sais pas comment ça marche. On va montrer sur un écran. Ici, voilà. Là, par exemple, j'ai regardé où me faire tester. Et bon, on est ici, vous le savez, à Boulogne ou tout près. Porte de Sèvres, tous les labos, Porte de Sèvres à Paris. Et vous avez tous les labos là. Et on me raconte que à 1200 mètres, j'ai un labo avec pas d'affluence particulière à cette heure-ci. J'espère que c'est le cas. Le numéro de téléphone, y aller, etc. Donc il faut y aller. Voilà. Non, mais ça fait partie. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il y a des indicateurs épidémiologiques qui sont sur cette application. Alors moi, évidemment, épidémiologie, ça me passionne, mais vous pouvez en quelques clics regarder combien il y a eu de cas dans votre région, dans votre entourage, etc. Alors les tests, justement. Parlons des tests. J'imagine. Je suis testé le lundi, j'ai mes résultats 48 heures après, je suis négatif. Le jeudi, je peux être contaminé 2 jours après.
après avoir été testé. Donc, est-ce que je dois me faire tester toutes les semaines? Alors, tout dépend de l'usage que vous voulez faire du test. Oui. Il y a des... D'abord, quand vous êtes... comprenez les questions que chacun se pose? La question est... Je vous dis ça parce que... pardon, je vous coupe, professeur. Je vous dis ça parce que, par exemple, les équipes professionnelles de football, les joueurs sont testés 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Pour être certains qu'ils ne portent pas le virus. Mais nous devrions nous faire tester 2 fois par semaine pour être certains que nous échappons au virus. Alors, non? Aujourd'hui, on n'a pas la capacité de tester tout le monde bien sûr, mais... 2 fois par semaine. Non. Donc ce test, le dépistage tel que vous le proposez, il doit être ciblé. Il doit être ciblé auprès des personnes dans des établissements, par exemple, particulièrement à risque. C'est les EHPAD, on sait les abattoirs. On pourrait, alors là, bon, les joueurs de foot que vous citez ont des raisons particulières de vouloir le faire. Il y a... on pourrait imaginer que les personnes, par exemple, qui viennent en aide aux personnes âgées, les aides ménagères, par exemple, elles pourraient être dépistées toutes les semaines parce qu'elles représentent pour ces personnes âgées un risque. Bien sûr. Donc il faut bien identifier toute une série de populations qui nécessiterait ce test régulier. Ne serait-il pas efficace de faire tester ces populations-là qui sont au contact de personnes fragiles? Tout à fait. Donc il y a une liste de personnes, parce qu'on ne va pas pouvoir tester toute la population française comme vous le proposez. Pour les autres, ça va être « je suis symptomatique » ou « j'ai été contact d'un cas ». Les tests antigéniques? Les tests antigéniques, l'intérêt, c'est qu'ils vous donnent une réponse en un quart d'heure. Donc, on a une réponse rapide. La difficulté, c'est que vous pouvez faire qu'un test par un test, ça prend un quart d'heure. Donc, le test antigénique qui peut se faire soit avec une petite machine que vous pouvez déplacer, soit même avec cette petite bandelette qui vous donne le résultat très rapidement, là, il est adapté à des établissements d'une certaine taille. Les pharmaciens peuvent réaliser ces tests depuis le week-end dernier, mais beaucoup ne veulent pas acheter ces tests. D'abord, ils ont peur d'être débordés. Ils sont déjà débordés par le vaccin contre la grippe. Et ils sont. Je pense que là encore, il faut avoir une utilisation stratégique. Ces tests-là, par exemple, peuvent être très utiles dans les EHPAD parce que c'est une taille de 50 à 100 personnes à tester entre les résidents et les personnels soignants. Et vous pouvez, en une journée, vous dire cet EHPAD n'a pas le Covid qui circule. Donc, il faut envisager ce type d'usage. Ça peut être aussi par rapport à une école. Vous voyez, vous avez une école où le virus circule. Vous y allez, en une journée, vous faites le tour. C'est ça qu'il faut envisager avec ce type de test. Professeur Fontanet, les traitements, le tocilizumab dont on a beaucoup parlé, médicament efficace ou pas, qui réduirait le risque de se retrouver en réanimation? Malheureusement, 3 essais randomisés publiés cette semaine, tous avec des résultats qu'on appelle négatifs, c'est-à-dire ne montrant pas d'effet. Il y a une autre étude, mais qui n'est pas un essai randomisé, qui montre des résultats positifs. Mais rappelons-nous, aujourd'hui, c'est l'essai randomisé qui prime. Donc on considère pour l'instant qu'il ne marche pas. En tout cas, sur le timing où il a été donné dans l'évolution de la maladie, beaucoup dans cette maladie relèvent de quand est-ce que je donne un traitement. Et peut-être que là, il y a des pistes d'amélioration, mais en tout cas, pour l'instant, ça n'a pas marché. À Pasteur, est-il vrai que vous avez retrouvé une molécule prometteuse que vous connaissez bien, le clofoctol, utilisé sous forme de suppositoire, qu'on connaît bien, octofène? C'est vrai que c'est efficace ou pas? Alors, c'est l'Institut Pasteur de Lille. De Lille, oui, qui, bien sûr. A effectivement identifié sur des tests qu'on appelle in vitro une activité de ce traitement. Mais comme on le sait aussi, il y a un monde entre un résultat positif in vitro et son utilisation et son efficacité. Parce qu'il n'est pas cher en plus, ce suppositoire. En efficacité. 1,80 € la boîte, je crois. Voilà, en efficacité clinique. Donc maintenant, tout est à faire sur est-ce que c'est un médicament qui est sûr et est-ce qu'il est efficace dans un essai chez l'homme, parce que pour l'instant, on n'a que des résultats in vitro. Oui, un médicament utilisé pour les affections, pour lutter contre les affections respiratoires. Le vaccin, alors, où est-ce qu'on en est? Est-ce que nous aurons vraiment, parce que tout le monde dit encore une fois beaucoup de choses, Donald Trump repousse sans cesse l'apparition du vaccin, où est-ce qu'on en est? Est-ce que nous aurons à notre disposition, des vaccins dès le début 2021? Alors, les premiers résultats consolidés, interprétables, c'est début 2021. Il y a 9 vaccins en phase 3 aujourd'hui, testés sur 30 000 personnes, dont on aura ces résultats début 2021. Une fois que parmi ces vaccins, on en aura trouvé un qui est sûr, la priorité c'est d'avoir un vaccin sûr qui ne donne pas d'effet indésirable. Oui. Parce qu'un vaccin se donne à des gens bien portants et on veut être absolument certain qu'il n'y a pas d'effet indésirable majeur. Donc une fois qu'on aura un vaccin sûr, on regarde son efficacité. S'il y a une efficacité partielle,
la FDA américaine a mis la barre à 50%, ce vaccin, à ce moment-là, pourrait être utilisé. Ça ne sera pas ce qu'on appelle en anglais le magic bullet, vous savez, le truc qui va remplacer tout. Oui. Ça sera un outil supplémentaire dans la lutte. Simplement un outil. Parce que efficacité partielle. Efficacité partielle. Donc c'est un outil supplémentaire, mais qui peut quand même beaucoup aider si l'efficacité est de l'ordre de 50%. Parce que les vaccins contre la grippe sont efficaces. Donc ils ont pourquoi les vaccins contre la Covid-19 ne serait pas efficace. Alors les vaccins contre la grippe ont une efficacité partielle. 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 Non, on est dans le même ordre d'idée. Même ordre d'idée. Et là, si on imagine la production d'un vaccin pour qu'il puisse être utile, notamment en France, on est au deuxième semestre 2021. Deuxième semestre 2021. Ça, sous l'hypothèse qu'un vaccin marche. Encore faut-il vouloir se faire vacciner. Je regardais la population, 40% des Français. Vous feriez vacciner? Bien sûr. Dès qu'un vaccin, vous ferez vacciner, vous, professeur? Si le vaccin est sûr, oui. La priorité que j'ai mise, bien sûr. Bien sûr. Bien, je termine avec la campagne de vaccination contre la grippe qui a commencé il y a 10 jours. Là encore, dans certaines pharmacies, il n'y a déjà plus de vaccins. Plus de vaccins contre la grippe. On est débordés. Des files d'attente. Est-ce qu'on va en avoir, je ne sais pas moi, est-ce qu'on va manquer de vaccins? Alors ça, je ne peux pas répondre à cette question. Parce que je ne peux pas y répondre. Ce qui est important, c'est de savoir que les mêmes gestes barrières que l'on utilise contre la Covid vont être efficaces contre la grippe. Donc, appliquons nos gestes barrières, on se protégera à la fois de la Covid et de la grippe. Et bien sûr, les personnes vulnérables, parce qu'il y a un vaccin, devront se faire vacciner contre la grippe. Eh bien, merci, professeur Arnaud Fontanet, pour ce moment de vérité sur RMC et BFM TV. Il est 8h55.